bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à la Ivy League. Aujourd'hui, retour sur la semaine 8 de compétition et preview de la semaine 9. On ne change pas, une formule qui gagne ou pas, surtout si on s'appelle les Princeton Tigers. Une semaine riche en émotions, riche en TD, riche en yards, riche en score important. Mais pas riche en upset, puisque voilà, on va dire que les équipes qui étaient données favorites l'ont emporté, parfois de façon convaincante, parfois de façon plutôt étriquée. On va commencer par une victoire étriquée, une victoire crade, une victoire pas très belle. C'était Dartmouth qui se déplaçait du côté de Princeton. C'était le match de vendredi soir à minuit. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le regarder. Il a été compliqué de rester éveillé devant ce match-là, tant il ne s'est pas passé grand-chose, notamment au niveau de l'attaque. Notamment du côté des Tigers qui sont quand même c'est assez chaud. Quoi dire sur ce match-là? Dartmouth a joué un quart-temps, ça a suffi, le deuxième 21-0 dans le deuxième quart-temps pour s'assurer la victoire, puisqu'en face l'attaque des Tigers est vraiment très compliquée. Alors ils mènent 7-0, qu'on soit très clair, mais ça vient surtout d'un fumble de Jackson Proctor, récupéré par la défense de Princeton. Derrière, il y avait seulement 40 yards à faire pour les marquer. Ceci dit, 40 yards, ils l'ont fait seulement deux fois, il y a eu seulement deux drives avec 40 yards dans le match. Donc c'était quand même une petite performance de la part des Tigers. 180 yards pour eux en tout. C'est quand même peu. 17 points à la sortie, on peut dire qu'ils ont été efficients. Le Big Green qui a maîtrisé, mais qui n'a pas fait une énorme impression. Paradoxalement, j'ai trouvé meilleur contre Harvard la semaine dernière, malgré la défaite. Mais bon, en face, là, c'est quand même beaucoup plus faible. Donc le Big Green qui bascule à 4 ans en conférence, premier, ex-aequo, avec, on verra un peu plus tard, qui l'équipe entre Columbia et Harvard l'a emporté dans ce match à haute intensité. De l'autre côté des Tigers, c'est la soupe à la grimace, un 4 dans la conférence et une dernière place, tout seul ou à plusieurs, on verra ça aussi un petit peu plus tard. Jeu au sol absolument dégueulasse, 43 yards pour 32 portées, donc je vous laisse calculer le truc, mais vous avez bien compris que ça fait à peine plus de 1 yard par course, c'est quand même très compliqué. Alors ils ont trouvé leur quarterback, Benny pas, mais bon c'est quand même pas non plus la folie furieuse. En fait ils ont couru 32 fois pour 8 ballons lancés, et quand t'avances pas, forcément tu marques pas, c'est aussi simple que ça. En face, Dartmouth, simple, efficace. Un Quinn Jones en difficulté très clairement, parce que la défense de Princeton a quand même plutôt embêté, notamment au niveau du jeu au sol. Mais voilà, il y a une différence au niveau de la passe, avec notamment un bon match de Jackson Proctor, sans être dingo, 185 yards pour lui, un TD, 21 sur 30. De toute façon, il a fait on n'en demandait pas plus, qu'on soit très clair pour l'emporter. Donc voilà, donc félicitations au Big Green qui trust les premières places de la Ivy League. Et attention pour les Tigers, un 4. Est-ce que Bob Suras va sentir son siège chauffer un petit peu? Est-ce qu'il va pas demander à son fiston de revenir chez papa depuis Rogers pour donner un petit coup de main? On verra tout ça, mais pour l'instant c'est la soupe à la grimace. Les Tigers en plus qui vont affronter Yale la semaine prochaine, enfin cette semaine ça va être compliqué, et Penn aussi. Ça pourrait très bien faire un 6 en conférence, et ça serait un drame absolu. Il faudrait ressortir les livres d'histoire pour savoir depuis combien de temps les Tigers n'ont pas eu un bilan aussi calamiteux en conférence. Du côté des Big Green, Jackson Proctor donc est bien revenu. On a vu un peu Grayson Saunier aussi venir à quelques fois. Il a marqué 2 TD à la course, sur un peu à la manière d'Harvard, sur des fois des situations où ils font rentrer Jackson Proctor tout le temps, mais Grayson Saunier. Voilà. Et puis voilà, ça a bien distribué. Une dizaine de receveurs ont touché le ballon en attaque, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Ça joue bien, ça joue bien, c'est efficace. Voilà, ça joue bien, peut-être pas ce match-là, mais en tout cas c'est efficace. Voilà. On va passer sur le match du samedi. On va commencer par le match, on va dire le moins important. Alors peut-être pas le moins important. On va commencer par le match Yale qui affronterait Brown, victoire 56-34. Oui, il y a des orgies offensives, on va y revenir dessus, et on en a une encore plus importante juste après. Donc Yale l'a emporté 56-34 et a confirmé, on va dire grosso modo, on va pas dire la bonne forme, on va quand même dire la bonne forme, parce que la bonne forme, pourquoi? Parce que finalement, ils sont OK maintenant à 3 défaites en Ivy League, mais leurs 2 défaites principales, j'ai envie de dire, viennent seulement contre Dartmouth et Columbia, donc 2 des meilleures équipes de la conférence, et tout le reste, ça a été quand même plutôt des roulages dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant de la part des Bulldogs, sachant que tu as Princeton et Harvard qui arrivent, plutôt arriver lancé. Énorme match de Grant Jordan, le quarterback de Yale, 6 TD à la passe pour lui.
En fait, c'est tout simplement un record Navy League. C'est seulement le 6e joueur de l'histoire de la Ligue à l'avoir fait. On va parler du 5e juste un petit peu après, parce que oui, il y a eu cette performance 2 fois cette semaine en Navy League, ça a été assez dingo. Les Bulldogs ont vainqueur 56-34 dans une orgie offensive comme on l'aime. Ils ont bien profité des pertes de balles des Bears. 3 interceptions pour Jack Wilcox, le quarterback de Brown, qui confirme sa saison un peu K.O.K. Il est maintenant sur plus d'interceptions que de touchdowns pour lui cette saison. On en attendait un petit peu plus, et puis voilà, comme je le dis à chaque fois, si Jack Wilcox n'est pas capable de faire un match clean derrière, la défense est incapable d'arrêter quoi que ce soit, et ça s'est confirmé. Voilà, c'est compliqué, c'est quand même compliqué pour eux. Là, ils prennent 14 points en 30 secondes, parce qu'en fait, en fin du premier quart, Yale marque un touchdown, derrière interception 2 snaps plus tard, et un snap plus tard, touchdown. Alors, 3 snaps plus tard, il y a eu 2 TD entre guillemets pour Yale, qui s'est détaché, et ensuite, il n'y a pas eu photo, hein, ils ont mené 28-7. Et derrière, même si Brown a essayé de recoller, c'était bien évidemment trop tard. Victoire 56-34 dans un match assez offensivement assez impressionnant. Brown bascule à 2-3, Yale aussi à 2-3. Donc c'est 2 équipes qui sont plutôt bas dans le classement de la V-League, mais Yale est une meilleure équipe, je pense, que son bilan laisse à penser. Et je pense qu'il pourrait très bien finir lancé comme un boulet et battre Princeton, ça j'y crois. Et pourquoi pas titiller à Harvard. Parce que offensivement, ce que fait Grant Jordan actuellement, c'est quand même très intéressant. Le duo avec David Pantelis, le receveur numéro 1, 195 yards et 3 TD pour lui lors de cette semaine, est quand même très très impressionnant. Et autant Princeton, je ne sais pas comment ils vont faire pour arrêter ça, mais Harvard doit quand même commencer déjà à se poser des questions, parce que ça va être chaud. Du côté des Bears, pour avoir traîné un peu droite à gauche, un peu la soupe à la grimace du côté des supporters, parce que voilà, c'est l'année senior de Jack Wilcox, on s'attend à ce que ça décolle enfin et qu'il puisse, pourquoi pas, jouer les premiers rôles de la conférence. Et ben non, la défense est vraiment beaucoup trop poreuse pour espérer quoi que ce soit. 510 yards pour Yale aujourd'hui, et puis voilà, quand il y a 4 pertes de balles à 1 qui fait très clairement la différence. Si on va à la fin du match. Voilà. Donc Yale qui fait une forte impression, même si il va falloir montrer autre chose défensivement contre Harvard dans 2 semaines. Voilà. Deuxième match orgie offensive. Celui-là, c'est très clairement un match historique à plus d'un titre. Déjà parce que c'est le match avec le score le plus élevé de l'histoire de la Ivy League. Pennsylvania 67, Cornell 49. Je répète, Penn 67, Cornell 49. 627 yards à 569. J'avais l'impression d'être devant Texas Tech OU 2016 ou 2015, je ne sais plus, le duel entre Patrick Mahomes et Baker Mayfield. Une orgie offensive comme on en a rarement vu. Liam O'Brien, le quarterback des Quakers, 6 TD pour lui à la passe, et un autre au sol, Ce qui fait que c'est un des joueurs le plus impressionnant, et un des 6 joueurs à marquer 6 TD à la passe sur un match. Félicitations à lui. Et en plus de ça, il rajoute 77 yards au sol, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment un profil intéressant. Donc on sait que Aidan Sein n'a pas joué. Alors il est probablement encore blessé, mais pareil, est-ce qu'il y a un intérêt à faire revenir Aidan Sein vu ce que Liam O'Brien, l'autre junior, est capable de faire? C'est une bonne question. Ça a été relativement impressionnant. Et puis voilà, comme d'habitude, le duo infernal Malachi Osley au niveau du poste de coureur et Jared Richardson au poste de receveur. Encore fait le taf. 192 yards, 2 TD pour Malachi Osley avec un average de 7 yards par course, complètement dingo. Sachant que sa course la plus longue est de 16 yards. Donc ça veut dire en fait qu'il n'a pas forcément fait des très longues courses, mais quand il a couru, ça a forcément avancé. Jared Richardson pour lui, 141 yards et 3 TD. Voilà, encore une énorme... Il s'est relancé, parce que j'avais parlé que ses performances pour l'instant étaient quand même mi-figue mi-raisin depuis le début de l'année. Content de le voir performer encore. Et la question qu'on va se poser, c'est quel va être son choix pour l'année prochaine?
Alors, à mon avis, c'est pas. Il y avait déjà du buzz pour Yosiba, pardon, l'ancien receveur de Princeton, avant même sa saison senior, et donc voilà, on savait qu'il allait partir à la NFL. Lui, je dois avouer que j'ai pas trop regardé les classements, les machins, les trucs. Moi, je me demande pas s'il va aller pas jouer dans une grosse fac l'année prochaine quand même. À voir, à voir, à voir. Pourquoi pas, je sais pas moi, une fac académique qui pourrait jouer les premiers rôles, je sais pas, Duke, pourquoi pas. Voilà, on verra ce que ça va donner. Du côté de Cornell, Jameson Wang, pareil, très impressionnant, 401 yards, 5 TD, mais 3 interceptions, et 3 interceptions quand même relativement coûteuses. Puisqu'en fait, je me demande un truc, c'est si ils ont punté une fois les Quakers. Je crois qu'ils ont pas. Et s'ils ont punté une fois en première mi-temps, mais sinon, il n'y a que des touchdowns ou des field goals. Donc voilà, quand même très impressionnant. Et en fait, ils ont profité à max. Ils marquent sur les pertes de balles, ils marquent 17 points. Donc voilà, quand vous faites à peu près le calcul, ça correspond à peu près à l'écart final. Donc Cornell a probablement perdu ce match-là avec Jameson Wang. 3 interceptions pour lui qui sont relativement coûteuses à la sortie. Énorme match de Samuel Mutsungu, le receveur de Cornell. 148 yards pour lui et 3 TD, des stats à peu près équivalentes à celles de Jared Richardson. Assez marrant parce que, est-ce que ça serait pas lui le futur meilleur receveur de l'Ivy League? C'est bien possible, mais seulement sauf aux morts. Voilà, ça fait 2 matchs qui claquent plus de 100 yards. Très intéressant joueur, franchement. À suivre. Il est déjà il a 800 yards quand même cette année en à peine 8 matchs. Ça fait des stats qui commencent quand même à être très intéressantes. Il n'a pas eu de mauvais match cette année. Et puis il monte en puissance. Donc ça fait 2 matchs de suite à plus de 100 yards. Voilà, je pense que ça va être un des futurs très grands joueurs de l'Ivy League. Donc c'est assez excitant de voir ce que ça va donner. Voilà. En fait, c'est simple, sont plus mauvais. Je vais vous sortir ces stats, là, je viens de voir la page. 77, 78, 87, 84, 94, 68, 165, 148. C'est quand même assez impressionnant en régularité. Donc voilà, donc à suivre ce que ça va donner. Je demanderai peut-être son avis d'ailleurs, leur avis à Val et à Ryan, voir ce qu'ils en pensent, parce que moi, ce que j'en ai vu est quand même relativement impressionnant. Donc à voir. Après, voilà, comme je suis pas axé draft et machin, il m'a donné l'impression d'être fort, mais c'est toujours pareil. Après, il faut être grand, il faut être machin, il faut être rapide. Ouais, ça, c'est des trucs qui m'intéressent pas vraiment en termes de footballistique, on va dire. Voilà. Cornell, donc, bascule à 2-3 en conférence. Les Quakers aussi. Et donc, ça veut dire, vous l'avez compris, que Princeton est maintenant le seul et l'unique dernier de la classe, avec un bilan de 4, et qu'on a 4 équipes à 2-3, Yale, Penn, Brown et Cornell. Voilà pour un match qui a été assez extraordinaire, où les équipes se sont rendues coup pour coup, même si Penn semblait quand même un petit ton en dessous, malgré l'excellent début de match quand même, il faut le dire, de Cornell, qui menait 21-7, notamment avec un touchdown de 74 yards de Tucker, Robert Tucker III, le running back. Mais derrière, voilà, l'attaque des Quakers, c'est un peu mise en route, un peu plus mise en route, on va dire. Et la défense des Big Red n'a été en aucune mesure d'arrêter tout ça dans une orgie offensive. Voilà, qui fait plaisir à voir de temps en temps en Ivy League. Voilà pour le deuxième match de samedi. Et puis on va passer bien évidemment au choc de la semaine en Ivy League. C'était bien évidemment Columbia qui se déplaçait du côté d'Harvard, vainqueur. Harvard vainqueur 26-6 dans un match qui n'a malheureusement, pour les fans de Columbia, souffert d'aucune contestation. Voilà, ça a été un match maîtrisé de A à Z de la part de Harvard, aussi bien offensivement que défensivement. Offensivement, parce que je l'ai trouvé, ils ont fait vraiment tout bien. Alors, ça n'a pas été un grand match de Jalen Craig, très clairement. Il y a eu du déchet. Mais en fait, j'ai trouvé que dans l'approche et dans les appels de jeu, c'était efficient. Ils ont bouffé beaucoup de chrono. Ils ont mené assez rapidement 10-0. Enfin, à la fin du premier quart, il y avait 10-0. Et en fait, derrière, ils ont vraiment été intéressants dans la gestion du chrono parce qu'ils ont bien vu que quand même, c'était compliqué au niveau de l'attaque des Lions. Cole Freeman, il a fait ce qu'il a pu. Il est quand même un petit peu limité. 11 sur 25 pour lui à la passe, mais 2 interceptions hyper coûteuses, 2 interceptions au niveau de la end zone à chaque fois, qui coûtent beaucoup de points. Et donc voilà, donc forcément, lui, ça a été compliqué. On a vu un peu de Caleb Sanchez, un true freshman au poste de quarterback. Il est rentré un petit peu. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Ce serait pas impossible de le revoir un petit peu plus jouer, on va voir.
On va voir, on va voir. Et puis voilà, un peu plus de difficulté aussi pour Joey Georgie au niveau du jeu au sol, seulement 45 yards pour lui. Voilà, une défense de Harvard qui a été quand même relativement impressionnante et qui a provoqué vraiment les turnovers au beau moment. C'était surtout ça. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait au moment où il fallait, quoi. Et puis voilà, on a eu on va dire un joli match, on va dire ça comme ça, d'Austin Jack Guillory, le defensive back de Harvard. 2 interceptions pour lui. Il est seulement sophomore, match hyper intéressant. 2 interceptions, 6 tacles. Donc 4 solos, donc un gros match de sa part. Et c'est lui qui fait les 2 interceptions en zone, si je me trompe, si je me souviens bien. Donc voilà, donc vraiment quand même un match voilà, qui montre que Harvard est potentiellement la meilleure équipe actuellement de la V-League, mais que ce défaite contre Cornell en tout début de calendrier Ivy League leur fait malheureusement, contre Brown, non, pas contre Cornell, contre Brown, leur fait quand même mal et leur coûtera probablement le titre. Alors le titre, ils risquent de l'avoir, mais le titre peut-être pas solo. Voilà. Donc c'était un match assez cool à suivre parce qu'en fait, moi j'y ai cru quand même. Columbia a montré quand même relativement des bonnes choses, mais leur incapacité à transformer les bons drives en points leur a coûté beaucoup parce qu'en fait ils ont marqué à peine 3, non, ils ont marqué 6 points dans le dernier quart, donc ils ont eu 3 quarts temps sans marquer. Et que voilà, tu ne peux pas gagner contre Harvard en faisant autant d'erreurs en attaque. 2 interceptions, c'est 2 interceptions trop, qu'on soit très clair. Et ça coûte au final le match. Encore une fois, Cooper Barkate, excellent du côté de Harvard. Alors pas beaucoup de réceptions, mais 91 yards pour lui, pour seulement 4 réceptions. Donc voilà, toujours aussi intéressant. Xavier Bascon, le running back, encore cool. Chez McLaughlin, on ne l'a pas vu, probablement blessé. Xavier Bascon en sophomore, qui a encore fait le taf, 109 yards pour lui à la course. Et Charles Prima, qu'on a beaucoup vu cette course pour lui, 75 yards, avec un average de 10, notamment une course de 52 yards qui a permis à Harvard de marquer. Voilà, quoi vous dire de plus sur ce match-là, que Harvard confirme son statut de favori pour le titre. Parce que autant Dartmouth, je le vois peut-être en paumé 1 d'ici la fin de l'année, autant Harvard, vu l'impression qu'ils font, notamment défensivement, je pense que ça va être dur de les arrêter. Alors Yale arrive lancé, mais je doute que la défense de Yale ait les armes contre Jaden Craig et Charles Prima et Xavier Bascon et Cooper Marquette, etc. Voilà, Charles Prima qui a aussi joué receveur en fait. Maintenant il joue un peu partout et c'est assez chiant, je pense. Les mecs doivent pas savoir sur quel pied danser contre lui. Et voilà, je pense que c'est de l'excellent travail de la part du coaching staff de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, que ce soit au poste de quarterback ou au poste de receveur. Et voilà, et Charles Prima fait la transition de façon plutôt intéressante. Voilà. Petit bilan rapide. Harvard et Dartmouth sont en tête de l'Ivy League avec 4 victoires et une défaite. Derrière Columbia, 3e, 3-2. On a 4 équipes en 2-3. Yale, Pennsylvania, Brown et Cornell. Et Princeton est dernier avec un bilan de 1-4. Bilan qui risque de changer malheureusement pour eux de façon négative. Je vous propose de se projeter très rapidement sur les matchs du jour, enfin de la semaine, pardon. Plus de matchs le vendredi soir à partir de cette semaine-là. Alors, est-ce qu'il y a un gros choc? 2 matchs à 18h, 2 matchs à 19h. Princeton à Yale, Columbia à Brown, Harvard à Penn et Dartmouth à Cornell. Pour moi, le gros match, c'est probablement Harvard à Penn parce que Penn a montré qu'offensivement, c'était très costaud. Donc à voir ce que la défense de Harvard aura sous son aile, j'ai envie de dire, sous le pied pour arrêter cette attaque de Penn qui semble inarrêtable. Alors c'est toujours pareil, est-ce que c'était la défense de Cornell qui était aux fraises? Probablement que oui, mais est-ce que cette attaque de Penn a trouvé la bonne carburation? Probablement que oui aussi. Alors je vous propose de commencer par Princeton à Yale. Je pense que ça va être le match le plus one-sided de la semaine en Ivy League. J'en profite, j'ouvre très rapidement le spread, donc le match a lieu à 18h. Princeton en grosse difficulté, Yale qui au contraire fait très clairement plaisir offensivement en ce moment. Yale est donné vainqueur de 16.5. Je pense que c'est très clairement fair, comme on dit. Après voilà, on a vu que la défense de Yale peut prendre des points aussi, donc pourquoi pas Blenny pas, un match un peu fondateur pour lui, on va voir. Et puis voilà, mais bon, j'ai aucun
J'ai tellement pas de foi en cette attaque de Princeton, donc je les vois mal embêter Yale. Voilà, Yale qui arrive, je pense, lancer ces 2 gros matchs de rivalité coup sur coup, Princeton et Harvard. Voilà, c'est leurs 2 énormes matchs à jouer pour Yale, donc je vais donner Yale vainqueur assez facilement. Donc voilà, 18h samedi. À 18h samedi aussi, Columbia qui se déplace du côté de Brown. Je pense que le spread va être plus faible que ce que je pourrais penser. Voilà, donc 6,5 pour Columbia. Ça m'étonne pas parce que Columbia, voilà, avec leur nouveau quarterback, bah, c'est quand même moins efficace en attaque. Que Brown est capable de marquer des points quand même. Et que Columbia a montré qu'il parfois était capable de pas en marquer. Alors effectivement, la défense de Brown, c'est pas terrible. Même si, attention quand même, leurs DB qui sont quand même capables de faire des choses intéressantes. Donc voilà. Je sens quand même un gros match de Joey Georgie. Ça ne m'étonnerait pas qu'il passe les 100. Allez, je vais dire les 150 yards aujourd'hui, on y croit. Ça serait bien hein, pour Columbia s'ils veulent avoir une chance de bien finir l'année, on va dire ça comme ça. Du côté de Brown, plus que 2 matchs pour Jake Wilcox, donc pourquoi pas un gros match de sa part, mais bon, la défense de Columbia est quand même l'une des meilleures du pays, donc, voilà. Après, Harvard a peut-être montré un peu la recette gagnante face à cette défense de Columbia, donc on va voir ce que ça va donner. Une défense de Columbia qui est encore assez relativement jeune. D'ailleurs, le rookie de la semaine dernière, c'était Carter McRae, le DB de Columbia. Donc voilà, à voir si Jack Wilcox est capable de prendre l'avantage par rapport à tout ça. Je vais donner Columbia vainqueur, mais ça ne m'étonnerait pas de voir un upset alert sur ce match-là, parce que Brown a toutes les armes pour embêter Columbia, en fait. Parce que je pense que Columbia aime bien jouer quand ils sont devant, mais quand il faut courir après le score, c'est plus compliqué. Et je pense que si Brown est capable de marquer des points rapidement, ils sont capables de faire douter Columbia. Je pense que c'est ce qui a un peu coûté un peu le match contre Harvard, c'est que ils n'avaient pas l'habitude de jouer derrière et ça a été un petit peu compliqué. Donc je vais donner Brown. Non, j'ai dit Columbia puis Brown. Allez, décide-toi. Allez, je vais dire Brown pour l'upset. Voilà. Match de 19h maintenant. On va commencer par Harvard à peine. Tac. Le spread, pardon. Je pense que Harvard est donné vainqueur de seulement 6 points. Alors, ça m'étonne un peu. Oui et non, ça m'étonne parce que Harvard est quand même très clairement lancé. Que Penn, défensivement, c'est quand même compliqué. Mais voilà. Ça m'étonnerait pas de voir un match aussi paradoxal. Je pense que Harvard va créer pas mal de turnovers sur ce match-là. Parce qu'ils ont un peu plus de playmaker en défense qu'avec Cornell, bien évidemment, et que Liam O'Brien, il n'a quand même pas énormément d'expérience non plus. Et je pense que contre la défense d'Harvard, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vais donner et Harvard vainqueur et plus de TD, je pense. Mais attention quand même à Penn, parce que voilà, offensivement, c'est toujours une orgie, comme on aime bien. Mais voilà, en fait, l'attaque de Penn est à peu près équivalente, on va dire, celle de Harvard, mais la défense de Harvard est quand même bien supérieure à celle de Penn, en tout cas sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Donc voilà, mais attention quand même à Harvard, parce que il ne faudrait pas non plus avoir déjà l'esprit à ce game qui a lieu la semaine d'après. Pardon, je baille, mais je donne quand même Harvard vainqueur de 2 TD, on va dire ça comme ça. Dernier match de la semaine, aussi 19h, Dartmouth qui se déplace du côté de Cornell. Ça va être un match plutôt sympa, je pense, parce que Cornell a montré qu'il pouvait un peu comme finalement ces 2 derniers matchs sont un truc un peu équivalent, je trouve, en disant qu'ils vont rencontrer deux bonnes attaques. Donc à voir maintenant si la défense est capable de step up et d'embêter un peu ces attaques. Alors autant j'ai un peu plus de foi en l'attaque de Harvard, autant du côté de Dartmouth c'est un petit peu plus compliqué. Ils m'ont pas donné cette impression d'être inarrêtable, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vais quand même donner Dartmouth vainqueur. À mon avis, le spread est assez faible. Ah non, Dartmouth moins 10. Ok. Ils ont vraiment pas foi du tout en la défense de Cornell, c'est assez impressionnant. En même temps, on peut pas trop leur en vouloir, ils viennent de bouffer plus de quasiment 70 points le match d'avant. Donc pareil, ça peut être un match pour Jackson Proctor pour se relancer un peu, parce que je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ce que ça va donner du côté du Big Green, que je donne vainqueur quand même, parce que il y a quand même le titre d'Ivy League à aller chercher, alors que Cornell a plus grand chose à jouer. Voilà. Donc après, peut-être qu'ils joueront libérés, j'en ne sais pas. Je regardais vite fait, parce qu'on arrive au mois de novembre. Non, pas de neige de prévu. Il va faire 48 degrés Fahrenheit, donc ça fait quoi? Ça fait 10
Un peu moins de 10 degrés du côté d'Ithaca dans l'état de New York, mais pas de neige de prévu. Donc j'espère qu'on aura peut-être un match avec la neige d'ici la semaine prochaine, puisque c'est le dernier match de l'année. Mais ça n'en prend pas le chemin. Voilà pour cette semaine 9. Donc voilà, tous les matchs ont lieu à 18h et 19h à française le samedi. C'était l'avant-dernière semaine de compétition et on espère une semaine aussi chargée en stats que la semaine dernière. Voilà, des bisous. On se retrouve samedi pour le 1-2-6 et la semaine prochaine pour les 3 épisodes habituels de podcast. Bisous tout le monde. Salut.